Merci Georges Déthié-Diop. Nous en venons maintenant à point de vue. Je vous le rappelle, nous parlons du patrimoine des hommes sénégalais, des hommes politiques sénégalais bien sûr, à la lumière donc des déclarations de patrimoine. Pour évoquer le sujet, nous sommes avec Eliman Kane. Monsieur Kane, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous êtes membre de l'ex-Africa. Notre deuxième intervenant, le docteur Maurice Soudieck John, je pense qu'il est en ligne. Monsieur John, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes enseignant-chercheur à l'université, en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. D'abord, Eliman Kane, comment en tout cas comprendre cette situation, cette richesse, cette fortune que détiennent nos hommes politiques? C'est une grande question parce que c'est une réalité choquante et qui effectivement interpelle tout citoyen. Quand on voit que des acteurs politiques, souvent certains dont on ne connaît pas d'ailleurs d'activité économique avérée ou bien qui ont été des fonctionnaires tout au long de leur vie, se retrouvent à déclarer des patrimoines exorbitants à coût de milliards dans un pays aussi à revenus faibles et intermédiaires. Justement, c'est la contradiction à tout cela, parce que le Sénégal a des ressources, disons, très maigres, mais paradoxalement, nos hommes politiques, en tout cas, ont derrière eux une fortune. Comment comprendre un peu ces paradoxes-là? D'où viennent ces ressources, concrètement? On peut en avoir des hypothèses, parce que tout simplement, moi, je pense qu'en fin de compte, on se rend compte que c'est des acteurs qui profitent de leur position dans la sphère de l'État pour piller tout simplement la République, pour piller les deniers publics, pour piller le bien commun dans une société qui est dans une logique d'accaparement. Parce que, tu sais, ça s'opère sur plusieurs aspects. Le premier, c'est évidemment la corruption, parce que nos acteurs politiques sont exposés à la corruption et nous savons bien qu'il y a un manque de transparence la plupart du temps sur les contrats que nous signons avec des tiers, mais également il y a aussi d'autres phénomènes comme le conflit d'intérêts qui n'est encore toujours pas réglé dans ce pays-là, où des acteurs qui sont dans une position qui peuvent même être dans une situation de délit d'initié, donc peuvent se filer eux-mêmes des marchés. Encore autre chose, c'est que nous savons que le foncier aussi est l'élément qui permet le plus aux politiques de s'enrichir dans ce pays, même au privé. Donc l'utilisation du foncier, l'absence d'une réglementation sur le foncier, l'absence de transparence sur les registres publics qui ne sont pas publiés, etc., donc permet aux acteurs politiques, une fois aux affaires, donc de dilapider le patrimoine foncier et de se l'accaparer. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Alors, monsieur John, Maurice Soudieck, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université, certains, et monsieur Kane l'a évoqué tout à l'heure, certains soupçonnent en tout cas des détournements présumés de deniers publics. Avez-vous ce sentiment? Oui, vous savez, je ne peux pas m'aventurer dans des considérations extra-lucides. Je veux dire tout simplement qu'il faut ramener ces considérations-là au fonctionnement même du système politique sénégalais, qui est un système fondé sur la prédation des ressources et la redistribution particulariste. Et cela, ce n'est pas une spécificité du Sénégal. On retrouve également un peu partout en Afrique ce paradoxe qui consiste à avoir des dirigeants immensément riches et un peuple qui vit dans des conditions moroses alors que leurs dirigeants vivent une vie en rose, une vie de rêve. Donc ça, c'est une évidence. Et cette évidence-là est liée, encore une fois, au fonctionnement du système politique qui est fondé sur l'enrichissement personnel, sur l'accumulation des ressources et non pas sur le service des populations. Et ça, c'est un problème de fond. Et ce problème-là est, conforté par le contrôle de l'appareil d'État qui assure aux tenants du pouvoir l'impunité et qui permet aussi à certains fonctionnaires qui, par rapport à leur position, ont pu accumuler des ressources importantes et qu'ils réinvestissent dans la politique pour s'assurer une certaine impunité. Mais aujourd'hui, on le sait, pourquoi l'Afrique, particulièrement le Sénégal, se caractérise de la sorte, alors que nous avons des organes de contrôle, nous avons également des cours et tribunaux?
Oui, le problème, c'est que le système politique, comme je le disais, fonctionne sur la base du clientélisme. Et donc, il nous faut réformer le fonctionnement du système qui, depuis 1960, est fondé sur la prédation et l'accumulation. Et donc, il faut remettre la transparence, la gestion saine, rigoureuse des deniers publics au centre de l'action publique et politique. Et pour cela, il faut une volonté politique, il faut une institutionnalisation de tous ces organes-là chargés de contrôler tout cela qui gère les ressources publiques et essayer d'organiser une redevabilité, mais cela ne peut pas venir des politiques. En tout cas, ils ont montré une certaine incapacité à le faire. Et du point de vue des citoyens également, cette poussée vers plus de transparence manque encore d'élan, d'impact pour rationaliser le jeu politique dans ce sens. Et donc, ce qui fait qu'on se trouve dans une sorte de cercle vicieux où ceux qui sont au pouvoir accaparent les richesses pour eux-mêmes et les utilisent dans le sens de leurs intérêts et laissent le peuple trinquer et s'assure également le contrôle de l'appareil d'État, ce qui entraîne aussi d'autres perspectives, des problèmes liés à la démocratie, parce que les règles du jeu dans ces conditions ne peuvent pas être transparentes, parce que mettre des règles de jeu de compétition politique électorale transparente, ce serait risquer de perdre le pouvoir et donc risquer des représailles après le pouvoir. Donc ainsi va le cercle fermé en dedans duquel on devrait sortir, et pour cela, il faut une volonté politique. En tout cas, si on ne réforme pas la gouvernance des sociétés africaines en général et du Sénégal en particulier, eh bien, on n'est pas à l'abri d'un discrédit des institutions pouvant entraîner des situations d'incertitude. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur John. Alors, Monsieur Kane, transparence, un mot qui tient à cœur, qui est souvent crié urbi et orbi, mais malheureusement le phénomène reste en l'état. Vous l'avez évoqué tout à l'heure en citant quelques exemples, bien sûr. Aujourd'hui, maintenant, la question qui s'impose est de savoir comment faire pour arrêter tout cela. Ce qu'il faut faire, c'est justement insister davantage sur les mécanismes de transparence. Nous avons effectivement des déclarations d'intention. C'est même inscrit dans notre constitution depuis le référendum de 2001. Et donc, on a aussi des mécanismes qui ont évolué, il faut le dire. En 2012 déjà, ce qu'on avait à évoluer avec donc l'arrivée de l'OFNAC et autres. Mais il se trouve que tous ces organes demeurent encore inefficaces, dans la mesure où ils ont besoin davantage d'être autonomisés et renforcés. Donc, vous pensez que ces organes agissent sur ordre du chef, c'est ça? Ah, mais absolument. L'OFNAC, tout ça dépend du chef de l'État. Alors, donc, il faut quand même des organes qui sortent de cette mémise-là pour pouvoir donc librement donc initier. Bon, l'OFNAC a déjà des pouvoirs quand même de s'autosaisir. Mais le problème de l'OFNAC aujourd'hui, c'est au niveau de l'impunité ou de la suite. Une fois que les rapports sont remis au procureur, et là il y a un nouveau donc élément d'assaisissement donc de la justice, parce que le procureur dépendant du ministère. Oui, le maître des poursuites dépend. Voilà. Donc je pense que c'est à ce niveau, entre les organes qui doivent être renforcés et la justice également qui doit être beaucoup plus libre dans le traitement donc des cas de malversation qui sont des sources d'enrichissement effectivement des politiques et d'autres, certains autres fonctionnaires. Donc là, on a besoin de travailler davantage. Mais je pense qu'il y a des décisions simples qui peuvent être prises également au-delà de ces organes. Par exemple, je parlais du foncier. Si vous voyez bien, le foncier est l'élément qui enrichit le plus les acteurs politiques en affaires. Mais pourquoi on ne décide pas tout simplement de rendre public tous les registres fonciers, qu'on sache qu'est-ce qui appartient à qui, dans quelles conditions ça a été fait, mais également de renforcer la loi à un certain niveau, parce qu'il y a des nébuleuses qui existent. Ne serait-ce que pour répondre à ce souci de transparence. Mais c'est exactement ça. Et non seulement le souci de transparence, mais le souci d'équité et d'égalité, de mettre tous les Sénégalais au même niveau pour pouvoir bénéficier du foncier sénégalais et que ne soit pas accaparé par un nombre tout simplement qui ont le privilège d'avoir l'information et le pouvoir de prise de décision. Donc je pense que c'est des éléments sur lesquels il faut continuer à travailler. La lutte contre la corruption, c'est un phénomène qui continue à gangréner ce pays.
On a vu ici des ministres dans des situations de conflit d'intérêts patents qui se réclament même donc un dû à une société nationale alors qu'ils étaient premier ministre de ce pays. Voyez-vous, ces situations-là existent. Et donc, dans ce pays-là, elles sont tout simplement anormales dans une république moderne dans laquelle nous sommes, compte tenu de tout ce travail, de la lutte citoyenne qui a été faite depuis plusieurs années. Nous, depuis 20 ans, quand même, nous suivons tout ceci. Et donc, nous savons que nous avons fait progresser certaines choses, mais à un certain niveau, effectivement, il y a une sorte de sabordage qui se fait des instruments de transparence qui sont en place et qui méritent d'être renforcés davantage. D'accord, merci beaucoup M. Kane. On vous retrouve tout à l'heure à 13h dans le journal en Wolof avec Seydou Nourouba. Maurice Soudieck-Dione, je termine avec vous. Est-ce que ce sera facile au regard de la situation? Est-ce que ce sera facile d'éradiquer ces fléaux? Je crois que ce n'est pas impossible, c'est tout simplement une question de volonté politique, c'est une question d'engagement, c'est une question de patriotisme, j'allais dire, parce que ce système depuis 1960 nous a menés dans l'impasse. Et si on ne prend pas en charge correctement les besoins, les préoccupations des populations, cela peut entraîner des crises politiques dont on ne connaît pas l'issue. Parce que nous sommes dans un pays où l'écrasante majorité de la population est constituée de jeunes, la pauvreté atteint des niveaux très élevés, eh bien les jeunes sont désenchantés, l'espoir est remis en cause. Donc tout cela constitue autant d'ingrédients, autant de signaux d'alerte qui doivent nous interpeller au premier plan les tenants du pouvoir afin de réformer la gouvernance. Faire en sorte que l'accès soit équitable, l'accès aux ressources bien sûr. L'accès aux ressources soit équitable et même parce qu'en réalité les deux sont liés. Non seulement la prédation des ressources ôte celle-ci des domaines où elles devraient être investies, mais également cela diminue les capacités de création de richesse, c'est-à-dire d'investissement productif pour que les jeunes puissent avoir des emplois, puissent s'insérer, puissent être formés. Donc c'est un cercle vicieux duquel il est nécessaire de sortir, et pour ce faire, il faut impérativement que les hommes politiques soient interpellés parce que c'est une question de volonté politique et que cette rationalisation de la corruption de façon systémique et systématique est entretenue au plus haut niveau de l'appareil d'État, puisque nous avons un système hyper présidentialisé, et c'est à partir de là qu'au moyen de la grâce et de la disgrâce, le système clientéliste est régulé et fonctionne pour assurer la perpétuation, la conservation du pouvoir pour les coteries dirigeantes. Ça relève donc d'une volonté politique. Merci beaucoup. Merci docteur Maurice Soudieck-Dione. Merci. Vous êtes enseignant, chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. On vous retrouve également à 13h dans le journal en Wolof avec Seydou Nourouba. Merci également à Eliman Kane de l'Ex-Africa. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi présenté par Barthélémy Ngom.